Bonjour. Nous avons plus que 200 personnes qui sont inscrites. Les autres sont en train de s'inscrire et nous allons démarrer le webinaire. Permettez-moi de présenter cette séance. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Muriel Poisson et je travaille à l'UNESCO, un institut de l'UNESCO qui s'appelle l'Institut international de la planification de l'éducation, l'IPE. Et je suis en fait le chef d'équipe pour l'équipe de gestion de connaissances et de nouvelles technologies. Donc, je suis ravi de vous accueillir à ce séminaire sur notre dernière publication qui vient tout juste de sortir. C'est le rôle de l'échelon intermédiaire dans l'apprentissage. Donc, j'espère que vous aurez l'occasion de lire cette publication et nous touchons en fait un sujet critiques qui sont des acteurs qui sont souvent ignorés, donc les personnes qui travaillent à l'échelon intermédiaire comme les professeurs mentors et d'autres, nous savons que ce sont tous des agents critiques et qui peuvent vraiment faire passer ou bloquer les réformes. Donc, la nous allons en fait aborder la question sur comment l'échelon intermédiaire pourrait être renforcé pour promouvoir l'apprentissage et comment en fait assurer le renforcement, le lancement de cet échelon. Donc ce matin, nous allons parler de comment les échelons intermédiaires peuvent améliorer l'apprentissage et la formation. Nous aurons des collègues de l'IPE et de l'IDT qui vont en fait intervenir. Nous allons aussi braquer les projecteurs sur 3 pays majeurs et le jeudi, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons passer à la politique, à la mise en œuvre et comment réussir ce pari. Donc, je souhaite vous encourager je vous invite à assister à votre deuxième webinaire. Nous attendons les participants et j'ai juste quelques remarques de logistique. Donc, ce webinaire est enregistré. Ce webinaire est disponible en français et en anglais, donc vous avez la possibilité de choisir la langue. Sur votre écran, il y a en fait un bouton qui vous permettrait de choisir le canal d'interprétation. À cause de l'assistance, nous avons muté vos microphones pour ceux qui ne sont pas panélistes. Nous souhaitons utiliser notre boîte pour poser vos questions, soit en anglais, soit en français. Et nous allons également vous donner l'occasion de lever la main et de poser votre question pendant le prochain webinaire qui aura lieu le jeudi. Donc, nous allons également partager des liens et des informations supplémentaires et des ressources dans la boîte chat. Donc, n'oubliez pas de les consulter de temps en temps. Nous souhaitons également partager avec vous les pages des médias sociaux de l'IPE et de l'EDT et nous vous invitons à suivre nos travaux par Twitter et par d'autres moyens et partager votre expérience en taguant IPE, EDT. Donc, les deux institutions sont engagées à poursuivre cette discussion sur l'échelon intermédiaire. Nous sommes ravis de votre présence pour qu'on puisse apprendre comment cet échelon intermédiaire contribue à l'apprentissage. Nous avons en fait des panélistes très intéressants qui sont des praticiens et des chercheurs à la fois. Et donc, je vais vous présenter dans un petit moment. Nous allons d'abord entendre Barbara Tournier, qui est spécialiste de programme à l'IPE, qui va vous donner un aperçu général du projet de recherche. Ensuite, il y aura David Childress qui va parler de sa recherche à Delhi. Ensuite, Xuan Chen et Wang Song de East China University vont parler de la recherche qui est menée à Shanghai. Ensuite, il y aura Jean-Pierre Moudira
Genza de Building Learning Foundation de Rwanda qui va partager sa recherche effectuée dans son pays. Ensuite, il y aura Charlotte Jones, qui était l'ancien chef de recherche et de développement à l'EDT et qui va vous donner un aperçu de nos résultats de recherche et des pratiques qui ont été observées sur les leaders instructionnels. Nous allons ensuite entendre les leaders instructionnels à Delhi et à Shanghai. Donc, je suis ravi d'accueillir le docteur Lan Shen, Deogratias Jungzise, qui est le National Leader of Learning en Lavanda, et ensuite Moharija, qui est en fait un professeur mentor au programme de développement des compétences d'enseignants en Inde. Donc, je suis ravi de présenter Tony Makelevi, qui est en fait le directeur de l'éducation à IDT, qui va présider à la science. Et cette discussion semble être extrêmement prometteuse. Donc, je vous souhaite un séminaire très fructueux. Merci. Merci beaucoup, Muriel, et bienvenue à tout le monde. Merci d'avoir trouvé le temps pour assister à ce webinaire. C'est un immense privilège pour moi de travailler avec l'IPE sur cette question. Donc, nous avons pas mal de choses à aborder et donc, je suggère que je vais d'abord inviter Barbara à nous donner un petit aperçu du projet de recherche. Barbara, vous avez la parole. Merci beaucoup, Tony. Et bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravi de partager avec vous notre dernier travail sur les leaders pédagogiques au niveau intermédiaire. Avec l'EDT, nous avons étudié comment les professionnels du niveau intermédiaire des systèmes éducatifs peuvent contribuer à l'améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Nous avons commencé à travailler ensemble en 2019 lorsque les deux organisations ayant ont reconnu que ce niveau du système éducatif ne recevait pas l'attention qu'il méritait. Donc, dans cette présentation, je vais donner un petit aperçu de ce que nous avons conceptualisé et ce que nous avons appris. Donc, lorsque nous pensons à la qualité de l'éducation, nous pensons immédiatement aux enseignants et à leur formation. Mais nous concentrons rarement sur le soutien qu'ils reçoivent au niveau local. Nous entendons souvent dire que les enseignants se débattent avec peu de soutien et que le leadership et la politique centrale sont trop éloignés de ce qui se passe dans la salle de classe. En fait, dans les recherches précédentes que nous avons menées à l'IPE sur la carrière des enseignants, ce qui nous a frappé, c'est le sentiment d'isolement que les enseignants et la valeur qu'ils accordent aux conversations professionnelles avec leurs pairs et au soutien de ces derniers pour améliorer leurs pratiques. Dans tous les secteurs, les professionnels performants et motivés travaillent dans les environnements où les attentes et les défis sont élevés, mais où le soutien est également important. Comment pouvons-nous faire de sorte que les enseignants bénéficient de ce soutien pour que ce soit continu et non temporaire? Les enseignants et les chefs d'établissement ne sont que la partie visible du système éducatif. Les acteurs du échelon intermédiaire dans une certaine mission ont été négligés dans la machinerie et de l'apprentissage. Et pourtant, il existe un grand potentiel à ce niveau. Les responsables pédagogiques à l'échelon intermédiaire travaillent avec un grand nombre d'enseignants et d'écoles et peuvent avoir un effet multiplicateur. Dans les contextes de revenus plus élevés, les investissements dans l'échelon intermédiaire au cours de 20 dernières années sont crédités d'avoir contribué à améliorer l'enseignement et l'apprentissage dans les écoles. Mais la recherche dans les pays à revenus faibles et intermédiaires a largement traité le personnel des districts et les cadres intermédiaires comme des contrôleurs de conformité et non comme des agents de changement menant à un leadership pédagogique. Le niveau intermédiaire représente une source importante de potentiel inexploité dans lequel la plupart des systèmes investissent déjà avec un fort potentiel d'améliorer l'apprentissage. Quelques mots sur notre recherche. Nous avons entrepris cette recherche en partant de l'hypothèse que les investissements pédagogiques au niveau intermédiaire peuvent être des agents de changement positif. Nous avons testé notre hypothèse par le biais d'études de cas empiriques dans 5 juridictions: Delhi, la Jordanie, le Rwanda, le Shanghai et le Pays de Galles. Nous
Nous allons entendre trois cas principaux aujourd'hui. Nous avons choisi nos études de cas principales parce qu'elles offrent d'exemples prometteurs des réformes à l'échelon intermédiaire, soit parce que les rôles sont réorientés autour du coaching ou bien des nouveaux rôles ont été introduits. Les études de cas variants varient en termes de contexte démographique, taille géographique, de niveau de revenus, des pays, de structure éducative, des caractéristiques des rôles des responsables pédagogiques de niveau intermédiaire et de la maturité des réformes. La plupart de ces leaders pédagogiques étaient issus de praticiens experts parmi les rangs des enseignants et des chefs d'établissement. Il s'agissait d'une stratégie intentionnelle visant à mettre en évidence les systèmes fondés sur le leadership des pairs où l'on constate les évolutions les plus passionnantes. Donc, notre principale question de recherche était la suivante. De quelle manière les leaders pédagogiques du niveau intermédiaire peuvent-ils agir comme des agents de changement, comme améliorer l'enseignement et l'apprentissage? Il y avait quelques sous-questions. Donc, quelles sont les pratiques professionnelles des leaders pédagogiques au niveau intermédiaire? Comment ces pratiques entraînent-elles un changement dans l'enseignement et l'apprentissage? Dans le deuxième webinaire, nous allons nous pencher sur la question de mise en œuvre. Et donc, nous allons voir quelles sont les conditions qui devraient être en place pour que ces leaders pédagogiques soient efficaces et quels sont les défis typiques et les recommandations politiques de mise en œuvre. Comment avons-nous conceptualisé cela? Qu'est-ce que nous entendons lorsque nous faisons référence à cet échelon intermédiaire? Je dois dire que c'était une terminologie nouvelle pour moi lorsque nous avons démarré ce projet. Et en général, tout ceci se passe, lorsque nous parlons de l'échelon intermédiaire, tout ceci se passe entre l'échelon intermédiaire, qui n'est pas tout à fait clair, entre les écoles et le niveau central. Nous pouvons classifier trois groupes de professionnels, ceux qui travaillent au niveau de l'État, ceux qui travaillent au niveau de l'école et les professionnels au niveau intermédiaire qui sont entre l'État et les écoles. Il y a beaucoup d'acteurs au sein de cet échelon intermédiaire qui ont des fonctions administratives ou de gestion ou des postes liés à l'amélioration de l'enseignement. Et tous ces rôles ont un objectif. Mais dans notre recherche, nous nous sommes penchés essentiellement sur le rôle des leaders pédagogiques à l'échelon intermédiaire. Et les professionnels dans ces rôles travaillent dans les écoles et avec les localités pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Et ceci inclut des fonctions comme les mentors enseignants, les encadreurs pédagogiques, les coordinateurs de clusters et de groupes, mais également les directeurs d'établissement qui sont les leaders du système. Et les leaders pédagogiques peuvent être soit dans les structures locales du gouvernement ou dans les écoles, comme par exemple les enseignants mentors ou les directeurs d'établissement qui sont mis à l'échelon intermédiaire pour intervenir entre les écoles tout en maintenant leur poste d'enseignant ou de directeur d'enseignement. Pour dire quelques mots de technologie, pour que vous sachiez que ce terme n'est pas très largement utilisé, ce terme de middle tier ou de niveau intermédiaire en anglais. Dans certains endroits, on parle plutôt de niveau de leadership pédagogique ou d'autres termes comme leadership pédagogique, leadership éducatif et apprentissage. Nous faisons également référence au leadership, mais il y a d'autres terminologies qui peuvent être utilisées comme le leadership pédagogique ou l'apprentissage. Et nous avons utilisé tout au long de ce projet le terme échelon intermédiaire, rôle de l'échelon intermédiaire pour que tout soit bien cohérent. C'est la terminologie que nous avons adoptée. Dans le projet, nous avons mis en exergue, nous avons établi trois façons dont les leaders pédagogiques au niveau intermédiaire agissent pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Et la première étant offrir un soutien à l'école pour l'amélioration de l'enseignement, encourager la collaboration professionnelle dans et à travers les écoles, transférer les connaissances pour promouvoir l'utilisation d'éléments factuels et fournir donc une
direction d'enseignement et un alignement des systèmes et tester les innovations et élargir cela à des pratiques prometteuses. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est ma collègue Charlotte Jones qui abordera cela plus en détail dans le reste du séminaire. Et ensuite, nous devons garder à l'esprit que les initiatives d'échelon intermédiaire ne sont pas toujours réussies. Donc, c'était essentiel de ce fait pour nous de nous interroger, nous demander comment les systèmes éducatifs permettent aux leaders pédagogiques d'être efficaces. Donc, nous nous sommes penchés sur des considérations de politique et nous avons réfléchi à la conception du programme, sa mise en œuvre et sa durabilité. Et là encore, je ne vais pas entrer dans le détail parce que c'est quelque chose dont nous parlerons dans le cadre du deuxième webinaire. Et je vais maintenant redonner la parole à Tony et nous allons attendre Shanghai et Wanda. Merci beaucoup. Merci Barbara, merci de nous avoir donné une vue d'ensemble du projet et aussi systématique et c'était très intéressant. Donc nous allons écouter les 3 études de cas et tout d'abord Dave, vous allez nous parler de l'étude de cas sur Delhi. La parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle David Childress. Je suis un chercheur indépendant et je travaille avec l'IPE. Et dans le cadre de cette étude, je me suis intéressée donc à l'étude sur Delhi, des diapos suivantes. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous donner une vue d'ensemble très rapide du programme et ensuite parler de l'impact que nous avons pu voir. Donc, juste pour vous donner un petit peu le contexte de ce programme, Delhi a proposé toute une série de réformes démarrant en 2015 et le gouvernement a commencé à donner davantage d'argent pour l'éducation à la programmation. Et ceci dans un grand nombre de domaines, par exemple pour l'amélioration de l'infrastructure, cibler les programmes ciblent directement les élèves et dans certains programmes, les enseignants et les directeurs d'établissement sont ciblés. Et ceci dans le cadre d'un de ces programmes qui ciblait le soutien aux enseignants. Ce que ce programme a fait, c'est qu'il a commencé à développer 2 rôles dans le système de Delhi, comme vous pouvez le voir à l'écran. Le premier de ces rôles étant donc les enseignants mentors. Et un enseignant mentor joue un rôle pédagogique sur lequel notre recherche a mis l'accent et dont Barbara vous parlait. Ce sont des enseignants qui pratiquaient, qui ont été recrutés pour jouer ce rôle de leader pédagogique, travaillant dans plusieurs écoles, 6 écoles, et ont organisé des séances d'apprentissage. On nous a donné donc un retour d'information, des observations en salle de classe, et donc travaillant dans ce rôle de soutien aux enseignants. Le deuxième rôle dont sur lequel nous avons mis l'accent est le coordonnateur pour le développement des enseignants. Il s'agit là donc d'enseignants actifs en salle de classe qui ont été recrutés, qui ont gardé leur rôle et assumé des responsabilités supplémentaires en tant que coordinateur du développement des enseignants. Il y en a un dans chaque école, dans chacune de ces 6 écoles. Et là encore, il y avait des sessions en collaboration et des stratégies de modèles ou d'exemples dans leur propre classe et ils travaillaient avec les enseignants dans ce rôle de ce soutien. Et c'est ainsi que fonctionnait ce programme. C'est une progression cyclique que vous pouvez voir à droite de votre écran et ceci va de pair avec le cycle d'amélioration de l'apprentissage. Avec les contributions de l'État, des enseignants, de ceux qui travaillent au niveau intermédiaire, des employés au niveau du district. Quelque chose est mis au point et ensuite, on met au point un programme pour l'éducation. Et des exemples sont utilisés pour renforcer la communication, l'engagement des étudiants ou améliorer la planification des leçons. Une fois que le STEAM a pris une décision, ils élaborent une stratégie, des techniques et partagent les meilleures pratiques avec les enseignants pour les soutenir et les faire avancer avec l'équipe. Donc, la première étape, c'est donc une formation des facilitateurs pour faire passer ces stratégies et ces techniques. Et ces facilitateurs, à leur tour, travaillent au niveau intermédiaire, donc au niveau des employés du district. Et ils ont ce que l'on appelle des sessions de co-apprentissage avec les enseignants mentors, dans le cadre desquels donc ils servent d'exemple pour ces stratégies, ils discutent dans ces sessions et élaborent une stratégie ensemble pour mieux soutenir les enseignants alors qu'ils transfèrent ces nouvelles informations, ces nouvelles techniques. À partir de là, les enseignants mentors travaillent avec ces coordinateurs du développement des enseignants dans le cadre de sessions de
co-apprentissage. Là, ce sont de nouvelles stratégies qui permettent de travailler sur ces nouvelles techniques et qui élaborent de nouvelles idées qui ensuite sont transférées aux enseignants et aux écoles. Pour arriver au niveau de l'école, les TDC ou le coordinateur du développement des enseignants travaillent avec une équipe académique, une équipe ressources, et ces ressources, en général, sont 10 à 15 enseignants qui essayent de prendre un enseignant dans chaque département des écoles, de sorte que ces coordinateurs du développement des enseignants puissent passer ces stratégies, servir d'exemple et transférer toutes les informations qu'ils possèdent aux enseignants dans les écoles. Et ils sont un élément clé dans ce cycle. Et ils emmènent ces stratégies dans leurs écoles et ouvrent les portes à leurs collègues, encourageant l'observation par les pairs et encourageant les enseignants à partager ces techniques et ces stratégies avec nous et avec les élèves. Ainsi, leurs collègues peuvent voir comment est-ce que ces stratégies sont mises en œuvre dans la vie réelle et en temps réel. Un autre aspect important de ce programme, c'est le retour d'informations. Et vous pouvez voir que c'est un système descendant. Il y a un aspect important ascendant. L'on donne aux enseignants où les enseignants, les TDC, font rapport à ceux qui sont au niveau intermédiaire, pour leur dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et au niveau des écoles, il y a également des discussions avec les enseignants, les directeurs d'établissement, qui permet donc de remplir des formulaires et de donner un retour d'information, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui devrait se passer. Et c'est ce qui permet de nourrir et d'alimenter le système à l'avenir pour que les employés de l'État puissent avoir ces informations et savoir ce qui se passe. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Parfait. Je voulais très brièvement parler de certains impacts de ce programme. Donc, ce programme a été partagé en 6 éléments. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est un changement au niveau de la culture, au niveau de l'école. Et c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé lors de nos entretiens. Nous avons parlé aux enseignants, aux coordinateurs, nous avons parlé donc à différentes personnes et chaque personne nous parlait du changement de culture constaté au niveau des écoles. Ce que cela signifie, c'est que les enseignants ont commencé à parler de manière professionnelle, pendant leur temps libre, avant et après l'école, entre les classes, entre les cours et les conversations, passer de conversations générales à la façon dont ils enseignaient aux gens, ces idées professionnelles, parler de stratégies qu'ils utilisaient, certaines des techniques qu'ils utilisaient en salle de classe. Donc, c'est vraiment ce changement de culture qui les a amenés à avoir quelque chose de plus professionnel dans les écoles. Et nous avons également, en parallèle, constaté une coopération accrue. Une coopération encouragée entre les pairs dans les écoles, l'observation par les pairs, le partage des techniques. Et comme les enseignants mentors travaillaient dans 4 à 6 écoles, ils pouvaient donc faire un lien avec les enseignants et avec les pairs dans différentes écoles. Donc, la coopération et la collaboration s'est accrue à la fois dans l'école et entre les écoles. Le troisième impact de ce programme que nous avons constaté, ce sont les résultats de l'apprentissage et des élèves. Ceci ne fait pas nécessairement référence à une forte augmentation des résultats des tests, parce que ce n'est pas uniquement ce que nous avons regardé dans le cadre de notre évaluation, mais dont on nous a parlé, ce que nous avons regardé, donc c'est les liens individuels avec les enseignants. Ils ont appris une technique qui leur permettait d'atteindre les élèves, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et les enseignants ont parlé également d'engagement accru dans la salle de classe, davantage d'engagement de manière générale au sein de la classe, constatant que les élèves arrivaient en classe, commençaient à parler, alors que ce n'avait jamais été le cas dans le passé. Un quatrième impact du programme est donc une appropriation plus importante au niveau du district et des données. Et les ONG qui ont travaillé en partenariat avec Delhi ont pris la tête dès le début de ce programme. Et au fur et à mesure qu'il s'est établi, les leaders du niveau intermédiaire ont commencé à s'approprier ce programme, la planification, la mise en œuvre, et ont commencé à réfléchir à d'autres façons pour mieux soutenir les enseignants et leur permettre d'avoir un rôle accru.
Cinquième élément, donc, c'est l'utilisation de retours d'informations et de données qui sont envoyés par les coordinateurs et les enseignants du niveau moyen. Et ceci a réellement commencé à aider et à améliorer les 6 cercles d'apprentissage, d'amélioration de l'apprentissage. Et tout ceci a permis d'alimenter le programme pour voir comment améliorer l'enseignement. Et le dernier impact de ce programme a été de renforcer la connexion en vue de une adaptabilité. Et nous avons vu que les enseignants s'ouvraient les uns aux autres et travaillaient ensemble de plus en plus, ce qui les a rendus beaucoup plus forts dans des circonstances imprévues. Et bien entendu, le cadre temporel, c'était l'époque de la COVID, les fermetures des écoles, enfin ce genre de situations auxquelles nous avons dû faire face. Et nous avons vu donc une grande connexion entre les pairs qui a réellement beaucoup aidé les enseignants dans ces temps difficiles, ce qui leur a permis de voir comment utiliser les nouvelles technologies et se soutenir les uns les autres dans ces périodes très difficiles. Et ces connexions qui étaient déjà là leur ont permis de s'aider mutuellement dans ces situations extrêmement difficiles. Donc, ce sont là les impacts principaux dans cette vue très globale, très rapide. Et je pense que c'est ce que je voulais dire. Et donc, maintenant, je vais passer la parole à l'orateur suivant pour la présentation suivante. Merci beaucoup, David. C'était très intéressant. Et ce sont donc des professionnels qui ont continué à travailler dans leur classe et que l'accent a été mis sur la culture et la collaboration. C'est quelque chose de très important, j'en suis sûre. Je suis maintenant très heureux de vous dire que nous allons entendre parler de l'expérience d'une collègue à Shanghai, donc Shuangei et Wei. Vous êtes bienvenus. La parole est à vous. Merci Tony, merci David. Nous allons maintenant passer à Shanghai. Shanghai est un système très important et assez compliqué. Et donc, dans ces dernières années, les systèmes éducatifs ont attiré l'intérêt des chercheurs dans le cadre d'un système très performant au niveau de l'apprentissage et de l'enseignement. À la page suivante, vous verrez que nous avons constaté que tout le système comportait 1,35 million d'étudiants et 120 000 enseignants. Et l'échelon intermédiaire et les dirigeants de l'échelon intermédiaire ne représentaient que 1% de l'ensemble des enseignants. Et dans l'étude que nous avons menée en 2021, nous avons utilisé des données d'archives, des documents de politique. Et si vous êtes intéressé, vous pourrez les télécharger sur le site Internet de l'IP. Page suivante, s'il vous plaît. Bien, je voudrais maintenant vous présenter la partie la plus compliquée et plutôt que de parler du réseau et du projet, eh bien, ces enseignants du niveau intermédiaire sont intégrés dans le système entre la bureaucratie et les professionnels. Donc, avec eux, nous avons mis en place un espace intermédiaire sur la base de nos données d'entretien, des entretiens de recherche. Et cet échelon intermédiaire à Shanghai est un espace professionnel entre la bureaucratie et les écoles, montrant qu'en haut, nous avons la bureaucratie et en bas, les écoles. Nous les avons encadrés avec 3 piliers structurels, les systèmes de recherche d'enseignement en vert, les systèmes de recherche du développement des enseignants et en mauve, et ensuite nous avons donc les systèmes de formation permanents pour les enseignants qui en rouge, et ces 3 types de rôles pédagogiques positionnés dans ces systèmes respectifs, les 3 piliers professionnels intermédiaires des acteurs qui sont positionnés dans le système permettent un échange fluide d'idées, de pratiques, de récits qui constitue cet espace intermédiaire à Shanghai. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un 3e aspect. C'est également un système à 3 piliers concernant la pratique, avec donc les
enseignants, les éléments pédagogiques qui peuvent se déplacer entre tous ces piliers. Donc, nous avons d'un côté le pilier enseignement, dont l'objectif est d'améliorer l'enseignement des enseignants dans les classes et les responsables de la recherche à différents niveaux pour organiser et des leçons de groupe, les observations et un retour d'information fréquent aux enseignants. L'objectif ici est que la recherche, c'est une notion d'apprentissage ensemble. Les enseignants apprennent ensemble. Et au niveau intermédiaire, le pilier intermédiaire, c'est-à-dire le système de recherche des enseignants est basé sur la croyance que chaque enseignant dans le système peut appliquer des éléments scientifiques pour découvrir les principes pédagogiques et résoudre des problèmes pratiques. Les responsables de la recherche éducative coordonnent et soutiennent les programmes de recherche menés par des enseignants individuels et des écoles dans leur district ou au niveau municipal. Et c'est la recherche par opposition au premier pilier, et ceci permet aux professionnels de mener une recherche-action avec une division du travail, comme vous pouvez le constater, et à droite, pour le pilier de formation des enseignants, cela permet d'offrir des opportunités d'apprentissage professionnel aux écoles, et ce système a un avantage et permet de choisir des enseignants et des responsables d'écoles qui sont organisés pour recruter et développer des enseignants dans les communautés professionnelles, des enseignants dévoués. Et ce système à 3 piliers a été mis en place et développé à Shanghai avec les moyens locaux pour mettre en place des enseignants de grande qualité et pour soutenir la recherche, les systèmes de recherche sur l'éducation. Et si je pouvais maintenant vous parler davantage des bureaux de recherche des enseignants dans le système de pilier 1 et les rôles de ces personnes, en général, il y a des activités de recherche organisées autour de certains sujets qui préparent l'évaluation des élèves et leur retour d'information et permettent de développer des manuels de grande qualité et des ressources d'enseignement. Et de ce fait, les chercheurs en matière de formation des enseignants dans leur bureau, nous avons le Dr. Lansen qui est à côté de moi et qui va vous parler de son travail plus en détail. Et ces bureaux qui figurent dans le pilier du système 2 organisent et guident les projets de recherche des enseignants et permettent d'améliorer ou de mettre en place des projets de réforme et encouragent des expériences éducatives qui ont fait leurs preuves. Et enfin, il y a ce que l'on appelle les enseignants maîtres et les responsables des écoles qui peuvent aller d'une école à l'autre et également se mouvoir à l'intérieur du système et sont chargés d'activités professionnelles. Et chaque master teacher, comme on les appelle, ou chaque espace partagera ses intérêts professionnels permettant donc de résoudre les problèmes et ceci sera mis en place et permettra de générer par la suite des rapports sur les résultats et permettra d'organiser d'autres activités d'apprentissage autour des projets de recherche. Donc, ce sont là des éléments très brefs concernant ce système complexe et ce que nous appelons l'espace intermédiaire dans le système de Shanghai. Diapositive suivante. Voici la structure, on a la structure professionnelle et l'impact de cette structure que je voudrais partager avec vous, que ma collègue va partager avec vous. Merci. Ce qui fait que cet espace intermédiaire est différent d'un projet, c'est l'élément institutionnel systématique, car cela permet d'offrir un soutien continu aux enseignants et aux écoles. Imaginez des enseignants dans une école et les décideurs. Vous pouvez y avoir accès à tout moment si vous avez besoin de ressources et de soutien. C'est l'endroit auquel vous pouvez vous adresser. Cet échelon intermédiaire est toujours là.
Comment est-ce que cela peut apporter un changement? Eh bien, de manière descendante, car cela permet aux décideurs de formuler des politiques et des documents sur les réformes pour améliorer les écoles et l'enseignement lorsqu'ils ont besoin d'éléments pratiques pour s'assurer que ce qu'ils font est possible. Et lorsque une politique ou une réforme est lancée, l'espace intermédiaire, les dirigeants, les leaders pédagogiques doivent aider à comprendre la politique et il faut travailler avec eux et dans les écoles, sur le terrain et transformer la politique et les directives abstraites de la politique en pratique à l'école et essayer de tirer des enseignements, de tirer des leçons des enseignements et des pratiques qui ont déjà été mises en place. Et ensuite, cet espace intermédiaire soutient le changement de manière ascendante. Donc, si un enseignant veut essayer quelque chose de nouveau et innover, les leaders pédagogiques apporteront non seulement un soutien, mais des ressources également pour cette expérience et cette innovation. Et donc, ce que vous voyez à droite est un bon exemple d'un programme développé à l'école et qui a été exploré et mis en place à l'école pour les élèves à Shanghai, suite aux efforts donc du niveau intermédiaire, c'est devenu ensuite un élément de la politique nationale. Et cet espace intermédiaire est également un filet de sécurité et égalisateur. L'idée est de redistribuer les ressources aux écoles en fonction de leurs besoins pour s'assurer que des changements positifs interviendront dans toutes les écoles au bénéfice de chaque élève. Et ce sont là quelques éléments. Bien entendu, nous avons beaucoup d'éléments à partager que nous pourrons faire dans le cadre de discussions ultérieures. Merci. Bien. Merci, chers collègues. C'était une présentation extraordinaire et avec des points très importants. J'aime beaucoup ce concept d'espace professionnel et l'accent mis sur la nécessité d'avoir une clarté quant à la structure, les rôles que vous nous avez exposés clairement et l'importance d'être de l'élément médiateur entre les politiques. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Et nous allons maintenant entendre l'expérience du Rwanda. Donc, Jean-Pierre, la parole est à vous. Parlez-nous de ce qui se passe au Rwanda. Merci beaucoup, Tony. Merci aux orateurs précédents. Je m'appelle Jean-Pierre Mugiraneza et je travaille pour l'EDT. Je suis basé au Rwanda et aujourd'hui, je vais vous mener au travers de ce système de leadership pour l'apprentissage, vous donner une vue d'ensemble de ce que nous avons essayé de mettre en place, un système de choix et de formation au Rwanda et au Mineduc, ministère de l'enseignement. Et ensuite, j'essaierai de vous expliquer l'impact sur le système éducatif au Rwanda et l'amélioration des compétences des leaders des écoles. Pour commencer, ce leadership pour l'apprentissage, une vue d'ensemble, il s'intègre dans un projet que l'on appelle Learning Foundations Program, qui a été mis en place au niveau national, au niveau fédéral et dans toutes les écoles publiques et les écoles primaires, dont l'objectif était de renforcer les responsabilités des dirigeants d'école pour soutenir la formation des enseignants, parce que nous pensons que si ce sont des dirigeants compétents ou des enseignants compétents qui dirigent les écoles, les enseignants pourront apprendre et cela aura un impact sur l'enseignement. Donc, le leadership pour ce système de leadership pour l'apprentissage renforce la collaboration entre les dirigeants des écoles, dont l'objectif est de réduire l'isolement des enseignants dans les écoles et entre les écoles, mais également développer une culture de partage, d'apprentissage par rapport aux défis et d'apporter un soutien plus important aux écoles.
De manière générale, le Rwanda n'est pas un grand pays, c'est un pays composé avec un système de districts. Et si vous voulez connaître la taille d'un district, il y a environ une centaine d'écoles dans chaque district. Donc, dans chaque district, il y a des secteurs, et dans chaque secteur, il y a environ 8 écoles. Et dans chaque école, vous avez 10 personnes qui soutiennent l'école. Donc, le leadership pour l'apprentissage consistait à avoir un niveau intermédiaire qui permet d'aider les responsables et les entités administratives, par exemple au niveau du district, où on a choisi 60 NLL, des National Leaders of Learning, les leaders nationaux de l'apprentissage. Et c'est la sélection de ces NLL est basée sur leurs compétences, sur leurs expériences en tant que directeur d'établissement et leur capacité à soutenir d'autres directeurs d'établissement dans ce même district. Si l'on descend au niveau du secteur, maintenant, nous constatons qu'on choisit ce que l'on appelle Local Leaders of Learning, les leaders locaux de l'apprentissage, en s'assurant que chacun de ces LLL ont quelqu'un qui peut donc évaluer leurs capacités. Donc, les LLL ont également été choisis sur la base de leurs compétences. L'interprète signale qu'il y a 2 micros ouverts. Donc, les LLL ont été choisis sur la base de leur expérience en tant que dirigeants d'école et leur capacité à soutenir le développement des capacités d'autres directeurs d'établissement dans ce secteur. Donc, nous espérons donc que l'intermédiaire moyen permettra d'améliorer leurs compétences et d'améliorer l'enseignement, ce qui signifie que nous voulions voir les directeurs d'établissement améliorer leurs compétences et donc améliorer l'enseignement. Donc, les compétences que nous ciblions, c'était nous assurer que les directeurs d'établissement ont des compétences conformes aux normes au niveau de leadership du Rwanda. Il y a un document officiel du ministère de l'Éducation qui n'était qu'un brouillon lorsque nous avons commencé à mettre en place le système. Et par la suite, le document final a été publié avec les normes et les niveaux pour les écoles. Il a été publié en 2020. Et nous voulions que les directeurs d'établissement aient des compétences conformes aux normes établies par ce document. Et nous pensions donc que 416 LLL et 60 NLL permettraient donc de soutenir les autres directeurs d'établissements dans leur district et dans leur secteur, améliorant ainsi les capacités d'enseignement dans toutes les écoles du Rwanda. Bien, ceci est une vue d'ensemble du modèle que nous avons au Rwanda et ensuite nous parlerons de la façon dont ce modèle ou de ce niveau intermédiaire soutient d'autres directeurs d'établissement pour améliorer et renforcer l'efficacité de l'enseignement. Donc, les NLL et LLL choisis ont pour rôle de faciliter l'apprentissage professionnel de leurs pairs. Dans la communauté professionnelle de l'apprentissage, c'était là une opportunité pour d'autres enseignants de partager leurs pratiques, les défis, les problèmes, en discuter et de ce fait améliorer leurs compétences. Et ceci était une des façons les plus efficaces de former l'ensemble des directeurs d'établissement au niveau national. Et étant donné les ressources financières limitées dans notre pays, était quelque chose de très important. Un autre rôle pour les NLL et les LLL était de s'assurer que tous les directeurs d'établissement dans leur groupe ont le soutien dont ils ont besoin. Par exemple, vous verrez que les NLL et LLL sont impliqués dans des activités d'encadrement pour s'assurer que les nouveaux directeurs d'établissement disposent du soutien nécessaire et pour s'assurer que ces leaders qui sont à la tête d'écoles spéciales, soit parce qu'elles sont des écoles importantes ou soit parce qu'il y a un grand nombre d'élèves ou d'apprenants, sont confrontés à d'autres défis.
Et les NLL et LLL sont là pour encadrer ces directeurs d'établissement dans le cadre de ces défis particuliers. Et ensuite, le point suivant, comment comment le programme permet d'améliorer les capacités des NLL et des LLL qui enseignent à leurs pairs? Nous avons travaillé avec l'Université du Rwanda et nous avons mis au point et développé un cours pratique dont l'objectif était d'améliorer les compétences des NLL et des LLL. Et nous voulions que les NLL et les LLL puissent avoir et améliorer leurs compétences, l'une d'elles étant de diriger leur propre école pour que leurs écoles continuent d'être des exemples dans le cadre de leur secteur, de leur groupe d'école, et également des capacités, d'autres compétences, à savoir être le soutien pour les directeurs d'établissement. Donc, outre ce qu'ils font dans les écoles, ils doivent pouvoir apporter un soutien aux enseignants dans les salles de classe au travers de la communauté professionnelle et des sessions d'encadrement. Donc, nous avons mis en place un processus avec l'Université du Rwanda, un pour les NLL et l'autre pour les LLL. Et une fois qu'ils avaient suivi ce premier cours, ils ont mis en place un autre cours pour l'ensemble des directeurs d'établissement. Et c'était comme une machine ou une opportunité d'appliquer ce qu'ils avaient appris dans le cours précédent. Et quand je vous parlerai de l'impact de ce cours, je dirais que du fait que nous utilisions des NLL et LLL, nous avons constaté que 92% des directeurs d'établissement qui avaient acquis les compétences de leadership des écoles doivent apporter la preuve que leurs écoles sont bien dirigées et promouvoir cet enseignement efficace. Si l'on regarde maintenant l'impact du programme, le premier impact se constate au sein du système. Et après avoir mis en place une plateforme avec des communautés professionnelles, dans le cadre desquelles les enseignants et les directeurs d'établissement peuvent être formés de façon régulière, nous pouvons constater que dans tous les secteurs, ces communautés professionnelles apprennent régulièrement et c'est une opportunité pour chacun des directeurs d'établissement. Ils peuvent donner des exemples des défis auxquels ils sont confrontés. Et par exemple, il y avait un certain nombre de dirigeants d'établissements qui ont participé. Et il y avait beaucoup d'élèves également des écoles et pour permettre au gouvernement de mettre en place de nouvelles écoles. Et en dépit de tous ces défis, la communauté professionnelle a fait preuve de résilience dans son soutien aux enseignants. Un autre impact est le travail et l'encadrement personnel entre leaders expérimentés des écoles et les nouveaux dirigeants d'établissements recrutés et ce soutien apporté, une fois de plus, démontrait la résilience du système. Pour être un petit peu plus spécifique sur le contenu, les priorités ont changé. La priorité des dirigeants d'établissement n'est plus uniquement axée sur l'administratif, mais sur l'amélioration des écoles. Par exemple, toutes les écoles ont un plan pour l'école et les NLL et LLL s'assurent que chaque directeur d'établissement qui fait partie de la profession, nous n'entendons plus l'orateur. L'interprète signale qu'on n'entend plus l'orateur. Le micro de Jean-Pierre est éteint. Oui, excusez-moi, j'espère que maintenant vous m'entendez. Nous avons juste perdu votre phrase. Un autre impact, comme je vous l'ai dit, l'accent n'est plus tant sur l'administration, mais sur l'amélioration de l'école. Et nous avons pu constater la résilience pendant la période de la COVID-19.
on a utilisé les plateformes pour garder les écoles ouvertes. Et des pays comme le Rwanda avaient des ressources très limitées. Et il fallait une coopération entre les directeurs d'établissement pour que les élèves défavorisés puissent continuer à apprendre même depuis chez eux. Et c'était là un autre des impacts de ce programme. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Bien, merci beaucoup. Nous avons parlé de l'impact concernant la collaboration entre les directeurs d'établissement, les sessions d'encadrement, mais il faut également parler de l'impact de notre collaboration avec l'Université du Rwanda. Comme je l'ai dit dès le début, notre objectif était d'améliorer les compétences des directeurs d'établissement et d'aboutir à un enseignement efficace. Si l'on regarde l'époque où nous avons démarré, aux alentours de 2017-2018, 41% des directeurs d'établissement avaient les compétences de base et apportaient la preuve que leurs écoles étaient bien gérées et que le processus d'enseignement et d'apprentissage était la priorité. En 2021, lors d'une de nos évaluations, nous avons constaté que suite à la formation qu'avaient suivi ces directeurs d'établissement et suite à la coopération avec la communauté professionnelle et l'encadrement, le pourcentage de directeurs d'établissement qui possédaient les compétences de base pour gérer leurs écoles avait considérablement augmenté, passant à 98%. Et nous avons considéré que cela n'aurait pas été possible sans le niveau intermédiaire. Le niveau intermédiaire, donc, ne fournit pas uniquement des opportunités pour soutenir d'autres directeurs d'établissement, mais permet également de définir la durabilité de ces systèmes et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des personnes à l'extérieur du système, des universitaires qui viennent pour apporter ce soutien. C'est un système résilient, c'est une façon durable de disposer de dirigeants d'établissements compétents. Merci. Merci Jean-Pierre, c'était extrêmement intéressant. Et si nous réfléchissons et nous gardons à l'esprit les deux présentations sur Delhi et Shanghai, l'utiliser les meilleurs professionnels est un résultat de cette coopération, mais il y a également quelques différences. Delhi et Shanghai mettaient l'accent sur l'amélioration pédagogique, l'amélioration dans les salles de classe, et au Rwanda, l'accent est plutôt mis au niveau du développement des actions et le concept de directeur d'établissement en tant que leader pédagogique. C'est très intéressant. Fantastique. Et maintenant, nous allons et je fais référence au cadre qui a émergé dans le cadre de cette recherche et je vais donc donner la parole à Charlotte et à Chloé. Merci beaucoup, Tony. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de partager tous ces éléments avec vous. Je m'appelle Charlotte Jones et je suis très fière de la contribution de l'EDT à laquelle que j'ai menée avec l'IPE. Bonjour à tous mes collègues. Je suis là pour vous présenter des éléments transversaux au nom des événements de première importance, avec nos collègues. Et je remercie Chloé qui a apporté une contribution très importante à ce dont je vais vous parler. Lorsque nous avons démarré cette recherche, les questions importantes qui ont attiré notre intérêt étaient vraiment de voir comment apporter des changements positifs au niveau de l'apprentissage et de l'enseignement dans le cadre des écoles et développer cela. Donc, dans le cadre de notre recherche, nous avons essayé de voir ce que font les leaders du niveau intermédiaire. Comment est-ce qu'ils apportent un changement au niveau de l'apprentissage et de l'enseignement? Quelle est leur valeur ajoutée dans le système? Et lorsque nous parlons de l'extension ou de changement du système, on a tendance à penser au matériel. Mais là, dans le cadre de cette recherche, l'accent a été mis sur la compréhension et comprendre comment le changement se produit, quelles sont les pratiques professionnelles de ces leaders qui sont les outils du changement. Est-ce que nous avons constaté des réponses, nous avons obtenu des réponses très intéressantes à cette question.
Dans le cadre de notre recherche, comme je l'ai dit, au fur et à mesure que nous avancions, nous avons vu que ces leaders agissaient de 5 façons importantes pour apporter des modifications. Et Barbara vous a déjà donné une vue générale de ces 5 facteurs. Et ce que je vais faire maintenant, c'est aller directement au détail et vous parler de certains des éléments que nous avons constatés dans le cadre de notre étude. Donc, diapo suivante, nous apporter un soutien à l'amélioration de l'enseignement et de l'école. Nous savons que les enseignants apprennent mieux lorsque on leur offre un encadrement à l'école plutôt qu'une formation à l'extérieur de l'école. Et ce que nous avons constaté avec les agents du changement de niveau intermédiaire, c'est qu'ils ont joué un rôle essentiel en offrant ce soutien à l'école aux enseignants et encadrant les enseignants, leur offrant un retour d'information, servant d'exemple et de modèle. Et nous en avons parlé dans d'autres études de cas auparavant. Il est important de dire qu'il n'y avait pas d'impact automatique chez les décideurs qui orientaient donc les rôles de cette façon. L'impact de ce soutien dépendait vraiment de l'échelle, je dirais, des capacités de ces personnes au niveau intermédiaire, de la confiance qu'ils ont pu mettre en place avec le personnel des écoles. Par exemple, nous avons entendu David nous parler de Delhi où les enseignants mentors ont organisé des sessions d'apprentissage professionnel et faisaient un retour d'information aux enseignants sur la base des observations en salle de classe. Et pour en revenir à Delhi, les enseignants nous ont dit qu'ils étaient assez sceptiques au départ d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui venait observer la classe et qu'il a fallu du temps pour établir un dialogue sur les questions académiques et entamer cette collaboration entre les enseignants. Donc, je pense que ce que l'on doit retenir et qui est important, ce sont les relations entre les leaders du niveau intermédiaire et les enseignants, comme nous avons pu le constater dans cette étude de cas. C'était un partenariat plutôt qu'un lien hiérarchique ou une dynamique d'inspection. Diapositive suivante. Si l'on regarde maintenant le deuxième domaine, nous savons les faits au niveau international nous amènent à constater que la pratique s'améliore lorsqu'il y a collaboration entre les enseignants. Mais nous savons également que les réseaux collaboratifs efficaces ont quelquefois besoin d'un élément catalyseur. Et ce que nous avons pu constater dans le cadre de cette recherche reflétait bien cela. Nous avons constaté que les leaders du niveau intermédiaire jouaient un rôle pivot en tant qu'intégrateur et faciliter l'apprentissage collaboratif, professionnel, permettait le partage de bonnes pratiques de manière collégiale et collaborative. Et un exemple important nous vient du Rwanda, comme l'a expliqué Jean-Pierre dans sa présentation. Nous avons vu les leaders de l'apprentissage faciliter et permettre ces réunions entre les leaders de l'apprentissage entre les écoles. Et lorsque nous leur avons dit que ces communautés de l'apprentissage avaient réellement développé une culture collaborative entre les écoles et un sens du partage, cela était un élément très important. Diapositive suivante. Cela m'amène au troisième domaine qui nous amène donc au transfert des connaissances. Nous savons qu'il peut être très difficile pour les professionnels très occupés d'avoir accès à des éléments dans leur pratique. Mais chose intéressante, dans 3 des études de cas, nous avons constaté que les professionnels du niveau intermédiaire agissaient en tant qu'élément permettant de transférer les connaissances et traduisaient la recherche en solutions pratiques pour les enseignants et les directeurs d'établissement qui pouvaient les utiliser. Par exemple, nous avons entendu nos collègues en Jordanie nous parler de modèles de supervision dont l'idée était donc de transférer des éléments et des connaissances aux enseignants. Le modèle porte d'ailleurs ce nom. Les superviseurs ici ont un rôle type comme nous constatons au niveau intermédiaire dans beaucoup de pays. Ces superviseurs faisaient un retour d'informations aux enseignants en utilisant les banques de ressources qui résumaient les éléments internationaux que l'on pouvait avoir concernant l'efficacité pédagogique. Et si vous voulez en entendre davantage et en apprendre davantage sur ce modèle, le docteur Richard Church de l'EDT vous parlera de cette étude de cas plus en détail jeudi lors du deuxième webinaire de la série. Bien, diapositive suivante, Anchu. Le quatrième facteur met en exergue l'idée
de ce niveau intermédiaire qui est un pont dans la mise en œuvre des politiques et la pratique. C'est quelque chose qui est ressorti très clairement dans notre étude de cas. Nous avons vu ces professionnels qui avaient des compétences particulières permettant de transférer des messages de politique en recommandations pratiques qui avaient un sens pour les écoles. Donc, tout le monde était aligné, savait ce qui se passait. Ceci étant dit, je voulais également dire qu'il est important de reconnaître que ces leaders ne faisaient pas simplement que transférer les politiques vers le bas. Et ce qu'ils faisaient sur la base de la recherche, c'était encourager et faire entendre la voix des professionnels en première ligne. Donc, c'était une approche ascendante et descendante en même temps. Et je pense qu'ici, le cas du Pays de Galles est très intéressant. Au Pays de Galles, des directeurs d'établissement qui ont de très bons résultats ont un rôle qui leur permet de servir les professionnels dans leur école et participent à l'élaboration de la politique avec le personnel des ministères. Donc, c'est un processus très formel que l'on appelle la commission. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un problème de politique et qu'ils prennent les points de vue de leurs pairs qui sont en première ligne, c'est-à-dire les enseignants et les directeurs d'établissement, combinant cela avec les meilleures pratiques internationales et sur la base de tout ceci, font des recommandations aux décideurs. Ce que nous avons constaté, c'est que les agents du changement au niveau intermédiaire étaient un élément clé d'un système adaptatif et jouaient un rôle intermédiaire dans des systèmes qui essayent de s'améliorer et de tirer des enseignements, des expériences de ceux qui sont en première ligne. Diapositive suivante. Et c'est le 5e domaine que nous avons identifié en testant les innovations et en mettant en place et en développant des pratiques prometteuses. Nous savons que tous les systèmes impliquent des innovations, mais le problème, c'est comment répandre cela pour que toutes les écoles puissent en profiter. En tant que professionnels sur le plan de la pratique, nous avons constaté que le niveau intermédiaire avait une position extraordinaire pour répandre cela. Un exemple intéressant nous vient de nos collègues de Shanghai. Les réformes éducatives au niveau ministériel étaient en get pilotées à petite échelle dans les écoles, sous le leadership du niveau intermédiaire. Ensuite, les professionnels du niveau intermédiaire jouent un rôle essentiel et très intéressant pour formaliser ces expériences et essayer de voir quel serait le cadre général pour étendre cela plus largement. Et ils jouent un rôle de communication active à travers des publications, des séminaires, des ateliers pour faire connaître cela. Et ce sont là donc les 5 éléments essentiels que nous avons constatés dans nos études de cas concernant les niveaux intermédiaires. Et une dernière réflexion de ma part, c'est que bien que nous ayons cadré cette recherche comme étant axée sur le rôle du niveau intermédiaire, mais ces études de cas ne montrent pas uniquement un rôle isolé, mais démontrent les relations et l'évolution des relations au sein des écoles pour aller vers des relations basées sur la confiance et un objectif commun, un dialogue productif concernant l'enseignement et l'apprentissage pour soutenir une dynamique d'amélioration positive. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est révélé très utile à l'intérieur des écoles, alors que nous réfléchissons à un système durable et ce à quoi il pourrait ressembler. Donc, merci beaucoup et je repasse la parole à Tony. Merci beaucoup, Charlotte, pour ce point de vue général. Et n'oubliez pas que nous parlons ici de la gestion du changement et que ceci peut s'avérer difficile. Donc, il y aura des sceptiques, des résistants. Nous devons essayer de voir comment nous pouvons développer la confiance. Nous devons donc mettre l'accent sur les relations et je pense que c'est réellement un point extrêmement important. Bien, je suis très heureux de dire que nous avons 3 collègues également qui nous ont rejoints et qui travaillent au niveau intermédiaire dans 3 pays. Donc, je vais maintenant les inviter à nous parler un peu de leur travail. Peut-être pourrais-je commencer par Monsieur Moraricha de Delhi, où il est coordinateur pour le développement des enseignants. Vous êtes le bienvenu, Murari, et je pourrais peut-être vous demander de dire quelques mots sur votre poste, vos responsabilités, et nous parler peut-être un peu des changements intervenus au niveau des pratiques d'enseignement découlant de votre travail. Peut-être nous donner quelques exemples, si vous le pouvez. Donc, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici avec vous.
Et je vais vous parler de ce dont David a parlé, le programme de coordinateur du développement des enseignants. Nous avons euh, un enseignant mentor qui a travaillé pendant 5 ans à Delhi. Le programme a été mis en place en 2016, donc cela fait 7 ans. Et ce qui s'est passé et qui est basé sur nos expériences précédentes, nous avons donc tenu compte de cela dans le passé et nous avons constaté qu'il était typique pour les enseignants d'aller demander de l'aide à ces coordinateurs et nous avons dû donc réfléchir à des structures qui permettaient aux enseignants d'avoir accès à cela dans les écoles. Donc, cet niveau intermédiaire, justement, c'est la structure qui soutient le système et qui aide les enseignants dans les écoles et qui apporte les ressources disponibles aux enseignants. Vous avez parlé dans le cadre de votre recherche de quelque chose qui valide certains de nos éléments de recherche. Par exemple, il y a quelques années, l'Inde a mis en place une nouvelle politique éducative et comme les enseignants sont peu exposés aux questions de politique, les personnes intermédiaires leur apprennent ce qui se passe au niveau de la politique, les attentes de la part des enseignants. Et ce sont ces personnes, justement, qui recueillent ce qui est dit au niveau du terrain pour le faire connaître au niveau des décideurs Et donc, c'est une façon de servir également les décideurs de politique. Et c'est ainsi que nous procédons. Nous passons d'une école à l'autre, comme cela a été dit. Nous avons des enseignants mentors qui travaillent avec 4 ou 6 enseignants et nous travaillons avec 300 à 400 enseignants et nous rencontrons des enseignants extraordinaires dans certaines matières particulières. Et si nous rencontrons des pratiques différentes, nous transférons cela dans d'autres écoles et nous recueillons ce qui est bon dans un endroit pour le transférer ailleurs, le faire savoir ailleurs. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous sommes présents sur le terrain. C'est quelque chose de très intéressant. Donc, vous êtes un petit peu l'abeille qui recueille ce qui lui servira à faire du miel ailleurs. Donc, je voulais mettre également l'accent sur la communication, faire entendre les voix du terrain et expliquer également la politique. Et c'est une relation à double sens, comme l'avait dit notre collègue de Shanghai. C'est un point intéressant. Quelles sont les difficultés quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés? Donc, il y a 2 défis. L'un étant le grand nombre d'enseignants avec lesquels nous travaillons, donc cela est un peu difficile de travailler individuellement avec chaque enseignant de la même façon. Et la deuxième chose dont on a parlé lorsque l'on faisait la présentation, au début, il y avait donc le problème d'acceptation. Nous sommes nous-mêmes des enseignants à qui l'on a attribué ce rôle. Et les enseignants disent, eh bien, nous étions nos collègues il y a peu de temps. Maintenant, vous venez nous expliquer des éléments, des aspects pédagogiques. Et je pense que cela a un lien avec la façon dont l'éducation a évolué en Inde, qui est avec toute son histoire coloniale. Et il y a cette histoire de l'autorité qui vient de la hiérarchie. Il faut être situé haut dans la hiérarchie pour être entendu. Et lorsque vous avez des collègues qui viennent vous voir et des collègues qui étaient eux-mêmes des enseignants, cela n'a peut-être pas forcément de valeur parce que peu de temps avant, nous étions des collègues, nous étions également des enseignants. Donc ça, c'était un défi, mais qui s'est graduellement amélioré. Donc ce sont là 2 points réellement intéressants. Donc il y a la charge du travail, mais il y a également le point intéressant concernant le rôle. Et si vous êtes dans un contexte où les gens ont l'habitude de relations hiérarchiques traditionnelles et que quelqu'un arrive pour apporter son soutien,
cela peut créer une certaine confusion concernant la dynamique du pouvoir. Je pense que c'est là un point très intéressant. Merci, merci beaucoup, Monsieur Jha. Peut-être pourrais-je maintenant me tourner vers Lan Chen à Shanghai. Et je reparle du contexte de Shanghai. Donc, vous êtes la bienvenue. Merci d'être des nôtres. C'est extraordinaire d'avoir des gens qui ont ce rôle et qui font partie de notre panel. Peut-être pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail? Merci. Eh bien, je travaille pour l'Académie de sciences éducatives de Shanghai et je travaille au niveau intermédiaire du système éducatif. Je joue plusieurs rôles dans ce système, à mon sens, l'un d'entre eux étant de transférer. Fréquemment, je suis impliquée dans les pratiques à l'école, c'est-à-dire observer, discuter et améliorer la mise en œuvre du programme et l'enseignement d'améliorer les instructions des enseignants. Je peux transférer le discours de la politique en connaissance et dans un langage qui est compréhensible pour les professionnels, tels que par exemple les nouvelles normes du programme et les plans. Les professionnels de l'éducation ont leur propre logique et sagesse. Et l'éducation descendante où les politiques d'enseignement ont besoin souvent de traduction et d'adaptation. Et de ce fait, mes collègues et moi-même devons souvent transformer des documents de politique, des documents généraux de politique et très abstraits en projets de recherche que l'on peut mettre en œuvre. J'ai donc organisé des communautés d'apprentissage, par exemple des séminaires réguliers qui sont ouverts aux directeurs d'établissements et enseignants de différentes écoles qui sont intéressés par la question qui fait l'objet de ce projet de recherche. Dans ces communautés d'apprentissage, il peut y avoir des écoles primaires et des collèges dans différents quartiers de Shanghai, mais qui en général ont des intérêts communs, un intérêt commun pour ces sujets de recherche. Et chaque école a son propre plan de recherche et partage différentes approches dans leur pratique. Dans le cadre de la recherche sur l'éducation pour les professionnels de l'éducation, les écoles sont confrontées à de nombreux concepts de politique, de nouveaux concepts de politique, ainsi que leur interprétation théorique. Ceci est différent de leur compréhension de l'enseignement, des politiques d'enseignement, et les discours théoriques doivent constamment être clarifiés et transformés pour leur compréhension et pour des plans d'action. Merci beaucoup, Lan Chen. C'est intéressant. Vous avez parlé de cette traduction de documents de politique dans une langue qui est compréhensible par les professionnels de l'éducation. C'est très intéressant. Que faites-vous d'autre? Bien, ma deuxième tâche consiste à aligner les exigences de mise en œuvre avec la politique de réforme de l'éducation. C'est-à-dire que nous effectuons une recherche axée sur l'école avec les directeurs d'école et les enseignants, notamment dans le domaine du programme d'enseignement et des instructions des enseignants. En général, je travaille avec les leaders des écoles pour améliorer le programme d'enseignement et les pratiques d'enseignement. Et cette amélioration n'est pas limitée à l'enseignement d'enseignants individuels, mais est basée sur des conditions différentes dans différentes écoles. Donc, j'offre également des ressources professionnelles en matière de communication et d'apprentissage concernant la gestion du programme d'enseignants, le développement professionnel des enseignants et d'autres aspects intéressants pour les directeurs d'école. Nous passons beaucoup de temps avec les écoles qui sont prêtes à mener des études de cas avec nous en réfléchissant à beaucoup de choses vues sous la perspective des élèves et des besoins de développement. Et nous essayons de coopérer avec les directeurs des écoles et en même temps, nous essayons de prendre des cas d'écoles qui peuvent être utilisés comme référence pour d'autres écoles pour la mise en œuvre de politiques. Merci. Merci, Tony. Est-ce que vous pouvez nous donner davantage de détails sur le soutien que vous apportez aux écoles? Mon autre tâche est d'apporter un soutien et un encadrement professionnel en
dans le cadre de leur expérience quotidienne et partage avec eux une sagesse pratique que l'on peut partager. Notre poste est de faire sortir les enseignants de leur zone de confort en leur offrant également un partenariat et un encadrement. Nous soutenons et encourageons les enseignants à se pencher sur des solutions aux problèmes pratiques qui se sont produits dans les écoles. Et notre analyse et notre résolution des problèmes pratiques permettent aux enseignants d'accroître leurs connaissances pratiques et de devenir des experts pratiques. Et de ce fait, l'apprentissage et l'enseignement peuvent être améliorés. Lorsque je travaille avec des enseignants, je ne leur enseigne pas une expérience ou une pratique particulière. Je ne suis pas un maître ni un formateur expert, mais je soutiens les enseignants à mettre en place des méthodes de recherche pour résoudre leurs problèmes pratiques, tels que par exemple l'analyse des informations d'apprentissage des élèves, l'observation en salle de classe, une évaluation formative. Et j'aide également les écoles à mettre en place un programme axé sur l'école et avoir une planification axée sur l'école, et donc aide les écoles ou les enseignants à établir leurs propres résultats et à générer leurs propres produits. Donc, en résumé, mon travail est d'être un pont entre la théorie et la pratique et de promouvoir la transformation de politique en pratique. Je suis également une partenaire pour le développement professionnel des enseignants et un élément encadrant pour l'amélioration de l'école. Merci beaucoup, Lange. Très intéressant, beaucoup de similitudes avec ce que Monsieur Modja nous disait également, ce que nous appelons, concernant cette relation de compagnonnage ou d'encadrement. Cela n'a rien d'obligatoire, c'est une relation de compagnonnage. Il a utilisé cette métaphore de l'abeille et du miel, et vous avez utilisé la métaphore du pont, qui est un lien. Merci beaucoup et je suis très heureux de dire que maintenant nous avons avec nous Léo Gratias, qui a eu quelques problèmes techniques. Merci d'être des nôtres aujourd'hui et j'espère que la connexion fonctionnera. De Gracias est un leader national de l'apprentissage au Rwanda. Et Deo Gracias, peut-être pouvez-vous nous parler un petit peu de votre fonction et en quoi elle consiste, et là encore nous expliquer un petit peu les changements que vous avez constatés dans la pratique suite à votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci aux orateurs précédents. Je m'appelle Deo Gracias. Je travaille en tant que directeur d'établissement scolaire et j'ai été choisi comme leader national de l'apprentissage, les NLL. Et mon travail en tant que NLL consiste à œuvrer pour changer l'école et améliorer l'école. Nous travaillons avec les comités et l'Assemblée générale des écoles et nous mettons en place un plan d'amélioration de l'école et nous utilisons des données qui font partie du plan d'amélioration de l'école. Et nous travaillons également au niveau de l'école en collaboration avec les leaders des écoles, les mentors des écoles et les enseignants dans le cadre du COP, qui est donc la communauté de pratique. Au niveau de l'école, nous encadrons les enseignants et nous agissons en tant que mentors pour les nouveaux enseignants qui sont recrutés et qui sont recrutés dans nos écoles respectives. Et au niveau sectoriel, les enseignants, les directeurs d'établissement peuvent se rencontrer sur une plateforme que l'on appelle Sector PLSE, qui permet
mettre tous les directeurs d'enseignement et les coordonnateurs nationaux qui peuvent ensemble partager les meilleures pratiques de leurs écoles et discuter de certains points ou problèmes concernant leurs écoles. Sur cette même plateforme, les leaders nationaux de l'apprentissage et les leaders locaux de l'apprentissage se retrouvent pour préparer quelque chose pour les nouveaux enseignants qui prennent leur poste et non seulement nous nous occupons de ces activités d'induction, pour les familles, de familiarisation, mais nous les encadrons un jour par mois. Nous venons rendre visite à de nouvelles écoles et à de nouveaux directeurs d'établissements scolaires pour leur expliquer comment mettre en place ce plan d'amélioration des écoles, comment mettre en place une vision et une mission de l'école. Et au niveau du district, nous avons également une plateforme dans le cadre de laquelle les leaders nationaux et les leaders locaux de l'apprentissage se retrouvent pour discuter de certains problèmes dans le système éducatif dans nos régions respectives. Et nous travaillons et œuvrons ensemble pour fixer des délais sur certains éléments éducatifs. Et nous avons également des cycles d'intervention et les leaders de l'éducation du système se retrouvent pour cibler certains points et mettre en place un plan de mise en œuvre pour voir si tous les directeurs d'établissement dans un même secteur ont une même compréhension de certains problèmes dans notre propre district ou dans leur propre district. Et nous avons essayé de voir si cette façon de faire a modifié les choses. Et nous considérons que cela a changé quelque chose au niveau de l'éducation parce que aucune école n'œuvre de façon isolée. Au niveau de l'école, nous avons la communauté des pratiques, la COP, et nous sommes responsables également du mentorat. Et nous avons également des réunions qui nous permettent de discuter et de partager les meilleures pratiques concernant le secteur. Et dans le même temps, nous nous occupons également de la familiarisation des nouveaux enseignants pour leur permettre de revenir à l'école et d'apporter des changements. Et de la même façon, au niveau du district, nous nous rencontrons et nous discutons des problèmes d'éducation dans notre propre district. Et c'est ainsi que nous gérons notre système. Merci. Merci beaucoup. C'est quelque chose de très intéressant et j'aime l'idée de la communauté de pratique, le fait de travailler avec des personnes indépendantes pour maintenir cette relation de mentorat. C'est une distinction importante, mais chers collègues, nous n'avons presque plus de temps et nous pourrions continuer cette conversation très longtemps, mais nous n'avons plus de temps. Peut-être que Dave, je pourrais maintenant vous inviter à poser une question à Deogracias qui vous intéresse sur la relation entre son travail en tant que professionnel et le district. Oui, bien sûr. J'étais un peu curieux et je me demandais comment est-ce que vous voyez votre relation avec les officiels du district au fur et à mesure que ce programme est établi. Est-ce que vous avez vu ces officiels s'intégrer davantage dans le programme au fur et à mesure qu'il est bien établi? Merci pour la question. Les responsables du district acceptent ces pratiques parce qu'ils ont des facilitateurs. Prenons un exemple. Un responsable de l'éducation du district qui doit faire le tour du district. S'il a cette plateforme de 15 ou 20 leaders locaux de l'apprentissage, les LLL, dans leur secteur respectif, une fois qu'ils se rencontrent sur la plateforme du district, alors les informations qu'ils ont et transférées à d'autres secteurs et non seulement ils font connaître cette information, mais ils suivent cette information. Et c'est
la façon dont c'est ce qui permet à ces officiels d'accepter nos pratiques et ils constatent que c'est bon pour eux et nous sommes les délégués, c'est à nous que l'on délègue le soin d'apporter des changements. Merci. Donc, ce qui en découle, c'est l'importance d'avoir des professionnels crédibles et qui ont la compétence et qui travaillent avec des collègues. Et je pense que Murari, Deogracias et Lanchen, vous êtes d'accord avec cela. Je voulais simplement ajouter un point, si vous le permettez, dit Murari. Oui, allez-y. Ce qui est ressorti de toutes ces présentations pour moi, c'est qu'en fait, nous tous, dans nos secteurs, nous cherchons à développer et à exploiter un capital de professionnels, capital que nous apportons aux enseignants. Et c'est là la ressource, me semble-t-il, la plus importante. Oui, c'est une façon très jolie de conceptualiser cela. J'aime beaucoup cette idée de capital professionnel. Je pense que tout ceci est tout à fait cohérent avec ce que nos collègues de Shanghai nous disaient concernant l'espace professionnel, où ce dialogue est possible, ce qui ne fait qu'accroître ce capital professionnel. Ceci est très intéressant. Nous pourrions continuer, mais nous ne pouvons pas parce que nous n'avons plus de temps. Je vous remercie tous pour cette excellente contribution. Je vais maintenant repasser la parole à Muriel pour quelques remarques de conclusion. Oui, merci beaucoup à vous tous. Merci à Tony, merci à tous les orateurs, merci aux leaders pédagogiques que nous avons eu la chance d'entendre ce matin. J'espère que vous avez beaucoup apprécié cette session et que cela a permis d'étancher votre curiosité et que cela vous encouragera à lire l'ensemble du rapport que vous pourrez trouver sur le site web de l'IPE et vous pourrez télécharger donc les présentations. Merci à tous les panélistes et aux leaders de pédagogie pour ce matin. Et après cette session, je suis sûre que vous avez une idée beaucoup plus claire de qui sont ces professionnels qui travaillent au niveau intermédiaire et comment est-ce qu'ils peuvent apporter un espace approprié aux enseignants qui peuvent donc partager, collaborer, résoudre leurs problèmes ensemble et parler avec d'autres professionnels, notamment dans les 3 pays et les 3 exemples qui nous ont été donnés. Je suis sûre que vous avez trouvé beaucoup d'éléments intéressants qui vous aideront à réfléchir comment donc ces niveaux intermédiaires peuvent apporter donc montrer la direction aux enseignants, à transférer les connaissances, mais comme nous l'avons entendu aussi dans la bouche du Rwanda, le rôle important qu'ils peuvent jouer pour utiliser les données scolaires pour les plans d'amélioration des écoles et comment également on peut améliorer les niveaux au niveau des leaders de l'enseignement des écoles. Nous avons entendu également que le niveau intermédiaire peut être très différent d'un contexte à l'autre, mais nous avons beaucoup entendu parler de points communs entre les éléments qui ont le plus d'impact et ce sont des éléments qui pourront bénéficier à votre propre système éducatif. Juste quelques enseignements que l'on peut tirer de nos discussions et qui permettent de voir comment est-ce que ces leaders de l'éducation peuvent encourager le changement. Nous avons entendu que cela permet de soutenir les enseignants, les encadrer, développer des relations de partenariat, car l'orientation au sein des écoles est essentielle, et permettre d'échanger de bonnes pratiques concernant l'apprentissage professionnel, et donc le rôle collégial qu'ils peuvent jouer, et pour encourager une structure de coopération, les éléments permettant de transférer les connaissances et offrir des solutions pratiques sur le terrain, être un modèle. Nous avons également entendu qu'ils peuvent aider à être un pont entre la politique et la pratique, aussi bien de façon ascendante que descendante, aboutissant à un système mieux adapté. Nous avons entendu également qu'ils peuvent aider à piloter et à étendre des solutions en documentant et en les processus à travers des séminaires et des ateliers. Et enfin, il y a eu des références très intéressantes concernant le rôle qu'ils peuvent jouer pour encourager un dialogue productif et promouvoir un changement au niveau des écoles. Donc, je vais m'arrêter là et en guise d'encouragement, j'espère que cela vous amènera à lire l'ensemble du rapport et du livre et nous attendons avec impatience de vous revoir lors de notre 2e séminaire qui se tiendra jeudi et
qui parlera plus spécifiquement de la mise en œuvre. Et vous pouvez toujours et encore vous inscrire pour ce webinaire de jeudi en utilisant le lien qui vous a été donné dans la boîte de dialogue. Et nous attendons avec impatience de vous y revoir jeudi. Merci, chers collègues, et je vous souhaite une belle fin de journée.